Bonsoir Aude, et puis bonjour à tous. Alors bonjour, bonsoir, ça dépendra effectivement du moment où vous nous écoutez, bien évidemment. Bonjour. Bienvenue donc pour cette pleine lune du 13 avril 2025 dans l'axe relationnel. On va parler donc de la relation Bélier-Balance. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu différemment. C'est Aude qui va déjà nous présenter ce qu'elle nous a préparé. Et puis je prendrai le relais après. Et voilà, on va un petit peu inverser les rôles et tout est OK. Alors Aude, eh ben, avec grand plaisir, je te laisse la parole et je suis curieuse comme toujours de découvrir ce que tu nous as préparé. Merci France, merci de ta flexibilité aussi, tu vois, la flexibilité dans nos relations, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, merci aussi à ceux qui vont nous écouter, euh, parce que ce que j'ai à vous partager aujourd'hui, Alors, oui, chaque fois que je vous partage quelque chose, ça me tient à cœur. Mais là, c'est vraiment une révélation pour moi, quelque chose qui a changé ma vision des plantes et puis ma relation au monde vivant. Parce qu'en fait, ce sont des comportements qui existent euh, dans tout le vivant non humain. Donc, on verra comment on peut peut-être adapter ça chez nous. Enfin, voilà. C'est une grande philosophie, en fait, que je vais vous partager à vous, après, de voir comment, enfin, ce que ça fait résonner chez vous et comment vous pouvez en profiter euh, intérieurement. Voilà. Alors, comme toujours, je vais vous partager des images, enfin des choses de mon vécu, hein. Mais c'est vraiment, voilà, pour moi, un changement dans ma compréhension de l'intelligence relationnelle du vivant, et notamment des plantes. Alors, euh, là, j'ai une première photo. Donc, du coup, j'ai imprimé, puisque l'autre fois, le partage de photos, c'était pas terrible. Alors, voilà. Donc ça, est-ce que vous voyez bien? Et on voit très Alors bien, oui. ça, c'était le terrain vague qu'il y a à côté de la maison où on vivait quand on a vécu au Mexique. Donc, c'est pas du tout cultivé, c'est une pousse spontanée pendant la saison des pluies. Donc, la saison des pluies au Mexique, c'est en journée ce grand soleil, un taux d'hygrométrie qui est à plus de 90%, et puis à partir de 5 heures, des pluies abondantes, torrentielles, et ça donne, voilà, cette végétation abondante, luxuriante. Alors, pour le truc un peu rigolo, là, il y a un petit, alors, avec la perspective, il est un petit peu plus loin, mais ça, c'est un panneau stop pour vous montrer la taille du machin. Et ça, c'est un lampadaire. Ah Voilà. oui, d'accord. Donc, Oui. c'est une poussée très, très rapide, fulgurante. Mais qu'est-ce qu'on regarde là-dedans? C'est qu'on voit que... Préciser que le taux d'hydrométrie dans l'air, c'est le taux d'humidité dans l'air, hein, parce que pas forcément tout le monde va le Voilà, savoir. Donc voilà, 85%, il y a beaucoup d'eau dans l'air. Voilà, c'est très moite comme ambiance. on a Voilà, l'impression qu'on je, sort de la douche en voilà, permanence, hein. je Voilà, te laisse continuer, excuse-moi. non, pas de souci. Et donc là, en fait, qu'est-ce qu'on regarde? C'est qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a une espèce qui prédomine. Donc tout ça, ce sont des graminées. Tout le Et champ, ce ne sont recule un que petit des peu pour graminées. voir. Recule un petit peu pour voir ce qu'on est dans l'ombre là. Voilà, oui, c'est un peu mieux. D'accord, Voilà. ok, oui. Après, là devant, il y a une espèce rampante, une espèce de lierre là, qui a réussi à se faufiler devant le trottoir pour essayer de survivre à cette masse présente. Puis après, derrière, au fond, il y a les arbres. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Toute cette colonisation, là, la colonisation de ce champ, ça s'est fait par une seule famille botanique, qui sont les graminées. Alors, les graminées, c'est ça. Ça, c'est la mauvaise herbe que je suis allée arracher de mon potager parce qu'elle commençait à être envahissante. Donc voilà, ça, c'est l'herbe que les chevaux mangent, que voilà, les herbivores mangent. Voilà. Et ça, c'est ma garrigue, mon sud de D'accord. France, Oui, ça je ma connais bien. garrigue natale. Mhm. Voilà, donc là, c'est pas du tout le même biotope, le même biome, comme on dit, c'est-à-dire le même élément de vie, le même milieu botanique. Au Mexique, on avait un milieu qui était extrêmement riche, c'est-à-dire qu'on a une terre qui est très très fertile, elle est noire, elle est foncée, elle est riche en nutriments. On a de l'eau en permanence, enfin, en tout cas pendant la saison des pluies, et on a du soleil en abondance. Donc les plantes, paf, ça explose, ça donne des géants comme ça, mais une seule famille qui prédomine. La garrigue, c'est l'inverse. La garrigue,
En botanique, on appelle ça l'avancée du désert, hein. Donc, c'est vraiment un pré-désert. C'est des sols qui sont calcaires, donc qui sont pauvres, qui sont durs. Les racines, elles ont du mal à traverser. L'été, il n'y a pas d'eau. C'est très, très sec, hein, donc une avancée de désert. Et l'hiver, il fait froid quand même, donc il y a des températures, quelques degrés. Alors, c'est pas de la montagne, mais enfin, quelques degrés en dessous de zéro, donc il faut quand même des plantes qui résistent au gel. Et qu'est-ce qu'on voit dans ma garrigue? Alors là, il va falloir faire des efforts d'imagination terribles parce qu'on voit pas grand-chose, mais je vous le dis. Donc là, les fleurs roses, c'est du cyste. Le cyste de Montpellier. Derrière, il y a des fleurs mauves, c'est des buissons de romarin. Ici, par terre, vous avez du thym et de la sauge. Vous avez des chênes kermès, des pins. Qu'est-ce qu'on avait d'autre là-dedans? Enfin voilà, il y a énormément, en fait, énormément d'espèces et de variétés botaniques. Euh, donc, ma conclusion de mon histoire, c'est quand il y a abondance de nutriments, c'est-à-dire quand on est dans l'abondance, quand il y a des ressources qu'on n'a pas à craindre pour notre survie, qu'on a de quoi manger, mais il y a une seule espèce envahissante, à croissance rapide, qui va s'accaparer tout l'espace. Et par compétition, elle va prendre toute la lumière, tout l'espace, et elle va empêcher les autres espèces de pousser. Donc, on a une famille botanique qui envahit tout et qui, en fait, va s'accaparer toutes les ressources. Alors, c'est bien en termes de biomasse, c'est-à-dire que en termes de quantité de végétaux, si vous avez des chèvres, des moutons, des chevaux à nourrir, c'est parfait parce que c'est énorme. Mais en termes euh, de spécificité végétale, de diversité, c'est très pauvre. Et en fait, là, ici, la garrigue, c'est un milieu qu'on appelle un milieu limitant. C'est un milieu stressant. C'est des conditions écologiques qui sont stressantes pour la plante. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une énorme diversité. Il y a plein d'espèces qui vont pousser. Et en fait, ces espèces ont développé des stratégies de survie. Et la stratégie majoritaire, ce sont des stratégies de symbiose, c'est-à-dire des stratégies d'entraide. Donc, les plantes, elles vont créer du lien. Quand les ressources sont pauvres, les plantes arrivent à créer du lien pour maintenir une diversité et maintenir plusieurs familles végétales à vivre ensemble et à coexister, en fait. Donc, il y a moins de ressources, ben, en fait, il y a moins de compétition et il y a plus de coexistence. Et donc, on a une mosaïque, en fait, d'habitat, là, ici, qu'on n'a pas forcément ici. Alors déjà, je voudrais vous laisser infuser ça un petit peu. Euh, Comment est-ce que nous, on se comporte dans des temps comme ça? Comment on se comporte dans des temps de guerre? Voilà, est-ce que on va se faire je garde mes choses ou est-ce que je partage? Sans aller dans les temps de guerre, est-ce que quand c'est difficile pour moi, j'arrive à rentrer en relation à l'autre? Est-ce que j'arrive à m'ouvrir ou est-ce que je reste dans ma coquille? Est-ce que je fais appel euh, au, finalement aux ressources des autres pour m'aider dans les moments difficiles? Enfin voilà, quelle est ma relation à l'autre dans des temps de crise et dans des temps d'abondance? Voilà, je voulais juste déjà laisser infuser ça et vous partager ça parce que c'est très contre-intuitif. On se dit, bah voilà, quand j'arrose mes plantes, il y a plein de trucs qui vont pousser. Et en fait, pas forcément. Les plantes, elles apprennent la résilience et elles apprennent le lien quand il y a une difficulté, en fait, quand il y a un milieu stressant. Voilà, ça c'était la première chose. Et puis après, on va dézoomer et vraiment faire une cartographie vibratoire, si on veut, des plantes selon le biotope, donc selon leur milieu dans lequel elles poussent. Donc quand vous avez des plantes qui poussent dans des conditions de survie extrême, donc voilà, on prend de la garrigue, mais on peut avoir les cactus dans le désert, eh bien, toutes ces plantes-là, quand vous faites un élixir ou quand vous vous connectez à l'énergétique de la plante, c'est des stratégies d'adaptation, de résilience. Donc, une vibration de relation aux autres, d'adaptation, d'entraide, de création de liens. Donc, vous avez par exemple le cyste.
c'est la plante des traumas, hein, c'est la plante qui repousse après les incendies. Le romarin, c'est comment on appelle ça, le feu intérieur, voilà, la clarté mentale, le feu intérieur. Puis vous avez tout ce qui est la sauge, c'est comment je gère mon espace, hein. On fait brûler des bâtons de sauge pour purifier son espace. Et à l'inverse, toutes les plantes qui poussent dans des milieux d'abondance, ben, ça va être des énergies de connexion, de densité émotionnelle, mais plus dans alors la flexibilité, ce qu'on a vécu aujourd'hui, mais aussi dans la croissance interne, c'est-à-dire c'est les plantes qui vont pousser vite et haut et beau, et donc qui vont travailler sur leurs relations internes, pas tellement dans la relation aux autres, mais dans la croissance à l'intérieur de nous. L'exemple type, ben voilà, c'est les graminées, mais aussi tout ce qui est bambou, hein, c'est le lâcher prise et je pousse haut et je fais ma croissance intérieure sans me laisser euh, casser les pieds par l'environnement extérieur. Voilà, je voulais vous laisser ça avec ces différents. Tu m'avais dit qu'on allait parler des différents types relationnels. Donc, Oui, quel est votre type d'attachement à c'est la ça. relation? Comment est-ce que vous envisagez la relation à vous-même, la relation aux autres, avec voilà, cette image des milieux et de l'abondance de ce qu'on a. Et on peut vraiment le calquer sur nos vies, dans nos situations de stress comme dans nos situations plus apaisé. Voilà, j'espère que ça vous a plu parce que moi, ça m'avait vraiment très émue quand j'avais compris ça, parce que c'est vraiment pas ce à quoi on s'attendrait. Et savoir les plantes capables d'entraide, en fait, déjà, de ces stratégies d'adaptation, de résilience, enfin, voilà, arriver à s'en sortir malgré tout et à communiquer entre elles. J'avais trouvé ça vraiment extraordinaire. Voilà. Mm. Ouais, tu nous en avais déjà parlé quand tu nous as parlé du mycélium, quand tu nous as parlé des champignons, qui ont quand même un système aussi relationnel extrêmement important, étendu, même des fois très vaste, hein. Tu nous as déjà expliqué tout ça. Donc, moi, je ne suis pas étonnée, si tu veux. Alors, là, tu viens rajouter une couche, on va dire, sur effectivement cette capacité de résilience qu'ont les plantes. Alors que, de notre point de vue, enfin, bon, moi, je ne me suis jamais vraiment intéressée à la botanisme, mais en même temps, ben, j'apprends avec toi et maintenant j'ai un regard différent, très différent sur la nature et je t'en remercie beaucoup. Mais quand on est un peu, on n'y connaît pas grand-chose, en fait, on n'a pas la conscience que réellement il y a quelque chose de très vivant, qu'il y a une interaction, tu vois, entre les différentes espèces, entre les différentes plantes. C'est vraiment parce que, encore une fois, et peut-être qu'on est justement dans ces plantes très hautes et très vivaces et très abondantes, si tu veux, on est égocentré, hein, quelque part, on va être vraiment sur ma petite vie, mon espace, mes problèmes, et puis on perd le lien quelque part avec effectivement tout ce qui nous entoure. Oui. Magnifique réflexion, vraiment, je te remercie infiniment parce que, waouh, c'est puissant, hein, effectivement. Oui, Bah, merci de la recevoir comme telle, parce que pour moi, c'était vraiment, ouah, c'est un moment où tu sais, t'es la bouche bée là, hein. c'est ça. Donc voilà, merci de le recevoir comme tel, parce que voilà, je sais pas si ça peut toucher tout le monde autant que ça m'a touché moi. Oui, oui. Et ce que ça m'inspire aussi, c'est que quand on est effectivement dans un milieu pauvre, quelque part, émotionnellement, et effectivement, moi j'ai parlé tout à l'heure des types d'attachement, euh, quand on est dans un milieu de souffrance, eh bien, on est invité à développer nos ressources intérieures, et puis aussi à peut-être éventuellement eh bien, s'appuyer sur les ressources extérieures. Tu vois, on est là-dedans. On est bien dans le système de survie quand même, hein. Le vivant, il est très en lien, j'ai la sensation, avec les vibrations, tu vois, Mhm. euh, comment je peux dire ça, maximiser le minimum de choses dans un maximum de temps, dans un maximum d'espace. Ici, on est vraiment dans quelque chose de très, tu vois ce que je veux dire comme image? Tout à fait. Ça me parle bien de la Garrigue, oui, notre petit sud de la France. Mm. Oui. Donc oui, c'est très très intéressant de relier toutes ces espèces, tu vois, et de voir que quelque part, quand on est dans ce monde du vivant, on ne peut que s'y inclure de toute façon. Eh bien, oui, dézoomer de notre nombril, ça peut être très intéressant. Mais en même temps, puisque
on est entre guillemets, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec ça, mais je dis toujours qu'on est l'espèce dominante dans le sens où on est l'espèce pensante, on est une espèce consciente, donc on a la capacité de se transformer. Je pense que tu vois une garrigue, alors je ne sais pas si c'est dû à la terre, au climat, nanani, nanana, et les différentes plantes, ben, elles vont se développer en fonction de là où elles peuvent. Je ne sais pas s'ils ont la capacité de se transformer. Pardon, peut-être que tu vas me dire que oui, mais je pense que l'espèce humaine, elle, elle a une capacité de conscience et de transformation quand même assez intéressante, tu vois. Mm. Oui, oui. Donc, est-ce que tu veux nous partager autre chose dans tes réflexions, dans... Bon, je pense que on a, en fait, là, pour revenir un peu sur ma présentation, je voudrais pas qu'on l'interprète par il y a un milieu qui est mauvais et un milieu qui est bien. Oui, Il y a pas un bien et un oui, mauvais cas de figure. Et c'est ce que j'ai un peu dit quand j'ai parlé de l'énergétique des plantes. On a des apprentissages à faire dans les deux milieux. Voilà, l'énergétique des plantes de milieu abondant, ça va plus être centré sur ma croissance personnelle et l'énergétique des plantes de milieux plus difficiles, ça va plus être dans la relation aux autres. Bon, mm, mais voilà, on a des moments de vie où on va avoir besoin du milieu tropical et des fois, dans nos moments de vie, on aura besoin de la garrigue. oui, Voilà, il y a pas un schéma qui est bien ou qui est pas bien. C'est juste en tant qu'observateur, on voit des comportements qui sont différents. En fait, c'est tout. Et oui, il y a pas de jugement de dualité là-dedans, quoi. oui, Et le tout, c'est toujours ce qu'on dit, toi et moi, et ce que j'aime chez toi, c'est notre capacité de transformer ça aussi. Qu'est-ce qu'on va en oui. faire et comment on va le transformer dans nos vies aussi, quoi. Oui, oui, je pense que c'était vraiment important que tu le précises parce qu'on pourrait avoir un peu tendance, encore une fois, à juger, tu sais. C'est ce qu'on fait aussi hein, dans nos relations. Hein. On préfère quand tout est calme, tout est beau, tout est sympa, tout est en harmonie, tu vois, tout le monde est content. Donc, on est dans un milieu, un biotope harmonieux je veux dire, d'abondance. Hein. Donc, on pourrait très bien se dire, ah, oui, je préfère ce milieu-là quand même, hein, plutôt que quand on commence à être confronté à nos propres souffrances et où justement ça devient très inconfortable, très conflictuel, et là où on se sent, on peut être en rupture avec soi-même, hein. On est en rupture avec soi, puis en rupture avec notre monde. Oui, ça va m'inspirer beaucoup de réflexions, je pense, dans cette petite présentation. Je laisse infuser C'est ça. le sachet de thé. Laisse infuser en bonne botaniste que tu es, c'est tout à fait normal. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, donc aujourd'hui, ben, j'ai appelé cette petite vidéo La relation dans tous ses états et quel est ton type d'attachement, parce que effectivement, on le sait à partir donc de notre biotope, hein, de notre terreau familial, en fonction de ce qu'il y a dans ce terreau familial, soit il est riche, soit il est un peu moins riche, on va dire. Hein. Et encore une fois, on n'est pas là dans le jugement, je veux vraiment le préciser, c'est-à-dire que de mon point de vue, c'est un chemin d'incarnation. L'âme s'incarne vraiment dans ce dont elle a besoin pour son évolution. Et donc, oui, il y a des incarnations qui sont difficiles, il y a des incompréhensions, il y a des milieux qui ne sont pas accueillants, qui ne sont pas aimants, mais quelque part, l'âme, elle a toujours ses bonnes intentions, en tout cas, elle a elle ne fait pas ça par hasard. Hein. Donc, il faut voir que dans la relation, et notamment dans le type d'attachement qui est un type qui va nous parler bien évidemment, de notre enfance, hein. On crée notre lien d'attachement et notre type d'attachement à partir de notre milieu d'enfance. Je vais dire avec nos figures référentes, parce que des fois, on est élevé par nos parents, et puis des fois, on va être élevé dans un autre milieu, des grands-parents. Hein, vous le savez, je m'occupe d'enfants qui sont placés, donc ben, ces enfants-là sont hors famille, hein, donc, mais quelque part, ils évoluent, ils ont aussi des figures d'attachement, bien évidemment. Donc, pourquoi j'ai eu envie de parler de des types d'attachement dans les relations? Parce que vraiment, je me rends compte que c'est le cœur même de nos relations. Comment nous relationnons? Eh bien, c'est exactement de la même façon qu'on nous a appris à relationner en fonction de comment j'ai été nourrie émotionnellement, eh bien, j'en ai eu des déductions, j'en ai des croyances, j'en ai des souffrances aussi. Et bien évidemment qu'à chaque fois que je rentre en lien, c'est comme un schéma invisible, c'est un petit peu comme des empreintes de pas que vous laissez sur le sable. Hein. Donc la première fois, les empreintes sont bien. Et puis ensuite, vous ne pouvez pas faire autrement que de reprendre ces empreintes. Alors bien sûr, votre pied a grandi, donc ça veut venir couvrir les petites empreintes de quand vous étiez bébé. Mais en tout cas, c'est toujours le même chemin que nous empruntons dans nos relations tant qu'on n'a pas mis ça en conscience, parce qu'encore une fois, ça peut très bien se transformer, hein, on peut évoluer, on a bien sûr le droit d'évoluer,
aussi bien les buts de ces petites vidéos que nous faisons avec Aude, hein, vous proposer des pistes d'évolution et de conscience. Donc, c'est vrai que j'ai lu beaucoup de choses sur cette pleine lune en disant c'est la pleine lune de la guérison, c'est fantastique, il y a plein de planètes en poisson, donc on sait que cette énergie du poisson, c'est effectivement une possibilité. Ça ne l'est pas que, c'est une possibilité de guérison quand on est dans la conscience. Quand on n'est pas dans la conscience, c'est surtout une possibilité de revisiter effectivement nos schémas relationnels. Le poisson est toujours en référence avec le passé, donc on va pouvoir revenir dans notre passé. Là, il y a des beaux aspects avec le poisson, donc c'est OK, hein, ça peut être quelque chose de très harmonieux où on va mettre beaucoup de compassion, beaucoup d'amour pour soi en disant, bon, ben, oui, j'ai vécu ça, mais en même temps, ben, ça m'a peut-être amené une forme de résilience, ça a amené des forces, ça a amené des dons, ça a amené des ressources. J'ai pu développer certaines choses en moi parce que ou grâce à justement ce milieu dans lequel j'ai été élevée. Mais aussi, il y a, et c'est ce que je rencontre beaucoup vraiment dans mon entourage proche, c'est-à-dire les gens qui suivent mes programmes, puisque moi je ne fais pas de programme, enfin très peu de programmes en ligne. Donc on a toujours un visuel, hein, c'est-à-dire qu'on se parle vraiment, nous sommes des vraies personnes qui nous parlons. Et je remarque qu'il y a aussi beaucoup de conflits. C'est une période qui peut être conflictuelle parce que justement, nos luminaires, c'est-à-dire le Soleil et la Lune, donc le Soleil est en bélier, la Lune est en balance, sont carrés. Donc en carré, on sait que c'est un aspect quand même qui nous challenge, hein, qui va amener justement des conflits pour aller vers une évolution. Et donc, il est en carré à Mars, là, fin cancer et tout. Voilà, le Soleil est à 23 degrés, Bélier, la Lune 23 degrés, Balance, et Mars est à 27 degrés, Cancer. Donc, on voit bien que oui, comment je peux dire ça, en théorie, OK, nous sommes tous prêts à évoluer, nous sommes tous prêts à comprendre, nous voulons tous évoluer. Et puis, malgré tout, dans la réalité, ben, il y a des fois des petits couacs, hein, et ce sont quand même ces petits couacs qui nous amènent à évoluer, à vraiment être dans la matière, en fait, hein. C'est notre vie qui va nous amener à être dans la matière. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler donc des types d'attachement. Alors moi aussi, hein, j'ai bien bossé, Odd, hein. Je peux te dire que j'ai beaucoup écouté des podcasts sur YouTube, j'ai beaucoup lu par rapport à ces types d'attachement. D'abord, que ça m'intéresse. Alors, en astrologie, quand même, puisqu'on est quand même, je parle d'astrologie, il faut savoir que l'attachement est surtout représenté par la Lune. Pourquoi? Parce que la Lune, c'est notre mère et que symboliquement, encore une fois, tout ça est très symbolique, hein, symboliquement, c'est la mère qui nous nourrit. Elle va nous nourrir au niveau de son lait, hein, et puis elle va nous nourrir, bien sûr, au niveau de l'affection. Ça ne veut pas dire que notre papa ne peut pas rentrer dans ce schéma-là, mais en tout cas, au tout début de notre vie, la mère est quand même un pôle central puisque c'est elle qui détient le monopole de la nourriture. Aujourd'hui, bien évidemment, si papa veut me donner un biberon, rien ne l'empêche, mais en tout cas, symboliquement, on va dire que la mère, et on le voit d'ailleurs hein, dans les espèces animales, puisque toi, tu es très proche quand même de ce milieu du vivant, ben, dans les espèces animales, c'est la mère qui a la charge, on va dire, de la famille. Alors, c'est encore une fois, ce n'est ni bien ni mal, hein, c'est tout simplement quelque chose qui est physiologique, et puis c'est tout. Donc, nous, au niveau de l'astrologie, on va regarder ça avec la Lune, on va regarder dans quel signe, ça c'est très intéressant, dans quel signe tombe notre Lune, parce qu'en fonction du signe de notre Lune et des aspects qu'elle reçoit, donc s'il y a des aspects harmonieux, s'il y a des aspects conflictuels, eh bien, je me suis amusée à faire ça toute cette semaine, donc avec les gens qui suivent mes programmes, on en a beaucoup parlé, et effectivement, on va pouvoir déterminer un type d'attachement. Donc, il faut savoir que les types d'attachement, il y en a quatre. Il y a l'attachement sécure, il y a l'attachement évitant ou fuyant, l'attachement anxieux et l'attachement désorganisé. Je ne vais pas vous parler d'attachement désorganisé, d'abord parce qu'il ne représente que 5% de la population, mais surtout, c'est que ces 5% sont psychotiques. Hein. Donc, ce sont les gens qui vont voir, ce sont oui, des gens qui vont voir les psys, ce sont des gens qui sont suivis parce que justement, leur type d'attachement est extrêmement souffrant, est extrêmement perturbant et pas forcément adapté à la vie de tous les jours. J'ai plutôt envie de vous parler rapidement, parce que je vais vous faire un descriptif rapide. Hein. L'idée ici n'est pas de vous faire un cours, mais plutôt de vous amener à prendre conscience de quel type d'attachement vous appartient pour que vous puissiez le transposer après dans vos relations et voir effectivement les effets que ce type d'attachement a dans vos relations, les causes aussi et des choses comme ça. Alors, on a l'attachement sécure. Ça, on comprend bien. Hein. Sécure, ça veut dire que la personne, elle se sent en sécurité. Elle a été élevée dans un milieu qui était sécure, qui était nourrissant, qui était aimant. On lui a fait comprendre que, ben oui, c'était une belle personne, elle avait le droit de vivre.
il y a une forme de confiance. Avec l'attachement sécure, on va plutôt employer le mot de confiance. La personne a confiance en elle. Parce que l'attachement aussi, il faut que je vous le précise, va se retrouver dans trois milieux bien différents. Comment je suis en lien avec moi, comment je suis en lien avec l'autre, comment je suis en lien avec le monde. On a vraiment ces trois plans à regarder quand on parle de relation. Quand on parle de relation, on pense bien sûr à la relation à ses enfants, à son mari, à son conjoint, à son amoureux, éventuellement à ses collègues de travail. Mais en fait, c'est parce que tout d'abord, ça part de ma propre relation. Et la relation, c'est là où c'est un petit peu litigieux, c'est que quelque part, c'est un peu la loterie, hein. Enfin, c'est la loterie. Quand on parle de l'âme, elle sait bien que c'est pas la loterie, mais si je tombe dans un milieu effectivement aimant, je vais développer un attachement sécure. Si je tombe dans un milieu qui n'est pas du tout aimant, qui peut être même pauvre émotionnellement, je vais attirer un autre type d'attachement. Donc, quelque part, on voit que oui, ça m'appartient, mais en même temps, c'est quand même une vision, ça a été un modèle extérieur que j'ai intégré en fonction de la famille dans laquelle j'ai été élevée et en fonction de ce que j'ai reçu. Je dirais que l'enfant est comme une éponge et puis il va absorber un peu l'environnement extérieur. Et puis, si l'environnement extérieur est rouge, l'éponge va devenir rouge. Et puis, si l'environnement est bleu, l'éponge va devenir bleue. On est d'accord avec ça. Donc, quelque part, oui, je fais mien de l'environnement dans lequel j'ai atterri et j'ai grandi. Alors, l'attachement sécure, il faut savoir que c'est 50% de la population, ce qui est quand même pas mal, je trouve. On a 50% de la population qui se sent bien, qui a confiance en elle, qui donne aussi, qui permet aussi à l'autre d'avoir confiance en lui. C'est-à-dire, ce sont des relations où ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit, hein. Entendons-nous bien là-dessus. Un attachement sécure peut Ce serait trop connaître beau. aussi, bah oui, ça serait trop beau, peut connaître aussi des conflits, mais en tout cas, il y a une régularité, il y a une régulation émotionnelle qui se fait plus vite parce que la personne, elle a été élevée dans un milieu sécure. Les disputes ne la mettent pas en danger, elle ne va pas remettre en cause son couple parce qu'il y a éventuellement même une grosse dispute ou une grosse crise. Elle a une forme de confiance, elle a une forme d'enracinement, elle est solide, elle a une vision vraiment de quelque chose de OK, c'est normal. Il y a vraiment une solidité émotionnelle en elle, hein. Donc, on aspire tous à ça, bien évidemment, être dans un attachement sécure, hein. Voilà, donc elle n'a pas peur de l'abandon, elle n'a pas peur du rejet. Et puis, si un jour elle est abandonnée, si un jour elle est rejetée, elle saura justement, tu parlais de ressources tout à l'heure, hein, elle saura faire appel à ses ressources parce qu'on lui a montré l'exemple, hein. Quand elle est tombée de vélo, on ne lui a pas dit, oh là là, faut pas que tu pleures, ou oh là là, qu'est-ce que tu es chochotte. On lui a dit, allez, non, mais vas-y, remonte. On l'a encouragée. Donc, elle sait qu'elle a des ressources, elle a appris qu'elle avait des ressources, elle a appris surtout à utiliser ses ressources. Donc, je pense que l'attachement sécure, c'est le Graal, n'est-ce pas, de la relation. On a tous envie d'être dans l'attachement sécure. Bon. Ensuite, on a donc l'attachement sécure, bien sûr, va nous donner une confiance en l'autre, hein, c'est-à-dire que quand on est dans un attachement sécure, on est suffisamment en confiance d'être reçu par l'autre. Pourquoi? Parce qu'on a été déjà reçu par ses parents. Donc, on peut très bien, dans un moment de vulnérabilité, se confier. On n'a pas peur que l'autre se moque de nous, hein. On est vraiment dans une relation extrêmement confiante et on se dit qu'on a le droit d'exister aussi, même si on est vulnérable. Ça, c'est très important, je pense, de le souligner parce que dans les autres types d'attachements, vous allez voir que justement, on ne se donne pas ce droit, hein. On a toujours peur que quand on s'ouvre à l'autre, l'autre va un peu abuser de nous. On a confiance en l'autre parce qu'on se dit aussi, je peux m'ouvrir avec l'autre et en fait, il va me recevoir et, euh, et je sais aussi que l'autre ne va pas me juger. En fait, j'ai confiance en moi, mais j'ai aussi confiance dans les capacités de l'autre à me recevoir, hein. Et s'il y a une dispute, je peux aussi lui faire confiance de savoir comment il va gérer ses émotions. Je n'ai pas besoin de jouer les sauveurs, je n'ai pas besoin de jouer les bourreaux. Je vais vraiment donner de l'espace à l'autre pour pouvoir s'auto-gérer. Parce que j'ai confiance en lui et j'ai confiance en sa capacité de gestion émotionnelle. Bon, ça aussi, hein, c'est un Graal, hein, c'est un objectif. Là, il faut qu'on se le mette bien en gros sur le frigo, tu sais. Et puis, j'ai confiance aussi dans le monde, c'est-à-dire j'ai confiance en l'avenir. Ça aussi, ça peut être très intéressant puisque je suis bien là où je suis, je me trouve à ma juste place, je ne me pose pas trop de questions, où est ma place, enfin, voilà, hein, de questions un peu existentielles, on va dire. On est vraiment dans une reconnaissance de sa valeur. Donc ça, effectivement, c'est sûrement quand on a une lune, on a une Vénus qui est très bien aspectée dans nos thèmes, et ça existe aussi, hein, je vous rassure, on n'a pas que des thèmes qui sont
qui sont conflictuels. Donc voilà, on est dans cette capacité d'être heureux et de bien vivre et c'est OK. Voilà. Et donc ça, ben, quelque part, effectivement, la personne, elle avance avec confiance dans la vie et c'est OK. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'attachement anxieux. Donc, anxieux, il faut faire la différence entre l'anxiété chronique. Si tu dois y aller, Aude, il n'y a pas de souci, hein, tu Non, nous dis. ça va. D'accord, J'écoute un ok. peu les bruits de la maison, mais D'accord, ok. Là, tu nous dis, parce que comme on l'a dit, tu avais une journée un peu chargée aujourd'hui. Donc, l'attachement anxieux, il faut savoir que c'est 20% de la population. Il ne faut pas confondre l'anxiété, qui est quelque chose de relativement normal. Hein. Si je suis dans un moment de stress dans ma vie, même les gens qui sont sécures, ils peuvent avoir un petit pic d'anxiété s'ils sont devant un gros challenge. Bon, ça, c'est tout à fait normal, l'anxiété. Mais l'attachement anxieux, lui, il parle d'anxiété émotionnelle. On va comprendre que la personne, elle a vécu vraiment dans un milieu extrêmement instable. C'est ce que j'appelle les yo-yo ou le grand 8. Hein. Ça, un coup, on est très bien, très heureux. Les parents sont dans des bons jours. Alors, l'ambiance de la famille est extrêmement bien et puis tout le monde est très content. Et puis le lendemain, on ne sait pas pourquoi, ben, ça redescend en flèche. Et puis tout d'un coup, ben, les parents sont super émotifs, super en colère, que sais-je. On est vraiment dans un milieu extrêmement instable. Et cette instabilité va créer une forme d'anxiété émotionnelle chez l'enfant. Donc, d'une certaine façon, pour lui, il s'attend toujours à être pris au dépourvu dans ses relations. Il s'attend toujours à une mauvaise surprise. Et en fait, il a du mal à croire aussi en sa capacité à aimer et à être aimé parce que justement, il y avait ces yo-yo émotionnels. Hein. Donc, il y a des fois, peut-être quelqu'un de très enthousiaste dans ses relations, quelqu'un qui vous adore du premier coup. Moi, j'en ai des gens comme ça qui tout de suite m'appellent ma chérie que mon type d'attachement fuyant déteste, bien évidemment. Hein, je dis, ah, tout de suite, ça me crispe. Puis, ou alors les gens qui viennent me parler comme ça à 2 centimètres, alors là, systématiquement, je vais me reculer, reculer, reculer. Le problème, c'est qu'ils avancent plus je recule plus ils avancent. Bon, bref, jusqu'au moment où je vais dire, stop, excuse-moi, j'ai besoin d'une petite distance là, parce que j'ai pas envie de sentir ton haleine. Bon, voilà. Ça peut être très intéressant, justement, quand on connaît son type d'attachement. Moi, ça fait très longtemps que j'ai mis ça à jour, donc je sais très bien comment je fonctionne. Mais pour l'anxieux, en tout cas, c'est difficile parce que l'anxieux s'attend, il a du mal aussi, d'une certaine façon, c'est pas qu'il a du mal à s'investir vis-à-vis des autres, au contraire, il va être assez collant. Pourquoi? Parce que il a besoin d'être rassuré dans son attachement, il a besoin d'être rassuré au niveau émotionnel, parce qu'il ne l'a jamais été, en fait. À un coup, on lui a dit, oui, t'es super, t'es magnifique, on t'aime, on t'adore, et puis le lendemain, ben, tu n'es rien, et il se sent rejeté, abandonné. Et donc, quelque part, cette anxiété émotionnelle crée une stratégie de pot de colle. Moi, ce que j'appelle la stratégie de pot de colle, c'est quelqu'un qui va vous envoyer 15 textos dans l'heure. Quand moi, j'ai eu un amoureux alors, à l'époque, je ne connaissais pas ce type d'attachement, mais les types d'attachement, maintenant, quand j'y pense, je me dis, mon Dieu, il était dans un attachement anxieux, lui, c'est pas possible. Donc, quand vous êtes en sa présence, va vous dire, tu m'aimes? Oui, je t'aime. Pourquoi tu m'aimes? Et tu m'aimes comment? Et tu m'aimes jusqu'où? Enfin, vous voyez, c'est vraiment un attachement qui peut être assez envahissant. Alors, celui qui a besoin d'être rassuré émotionnellement, il ne trouve pas ça du tout envahissant. Hein. Encore une fois, c'est le fuyant en moi qui parle, mais parce que justement, pour lui, il a besoin d'osmose, il a besoin de fusion, il a besoin qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, et ça le rassure beaucoup. Et donc, quand il y a une dispute, inconsciemment, hop, hop, un problème avec ma chaise. Si vous me voyez partir, c'est normal. reste avec nous. Et donc, quelque part, ce que je voulais dire, c'est que lui, dans ce besoin profond de fusion, en fait, c'est ce qui le rassure. Parce que justement, il a eu ces yo-yo émotionnels, il ne savait pas sur quel pied danser, donc il a besoin en permanence d'être rassuré sur la qualité de la relation, mais aussi sur la validation qu'il peut être aimé. Parce que aimer, hein, il aime à profusion, il va vous faire des fleurs, des cadeaux, il va vraiment être très présent et généreux, mais il a surtout besoin de validation comme quoi c'est une personne qui peut être aimée. Hein, donc effectivement, on comprend que, ben, oui, hein, des fois, il peut être vraiment un peu envahissant, on est d'accord, hein? Et le conflit, comment ça, il gère le conflit du coup, les disputes, comment ça se passe pour ce Alors, type d'attachement? Alors justement, c'est compliqué pour lui parce que ça le ramène, oui, c'est ce que je voulais dire avant de sentir que ma chaise allait partir, euh,
si tu veux, le conflit est compliqué pour lui parce que ça le ramène dans cette incertitude, hein, il ne sait pas à quoi Mm. s'attendre. Donc, en règle générale, soit c'est quelqu'un qui va être très conciliant. S'il y a deux personnes qui se disputent, il va vouloir devenir médiateur. Non, mais écoute, Georges a raison. Mais Philippe n'a pas tout à fait tort non plus. Tu comprends comment est-ce qu'on peut concilier les deux? Parce que justement, il a besoin terriblement d'harmonie. C'est ce qui le rassure, hein. Quand tout est super, linéaire, tu vois qu'il n'y a pas trop de vagues, quelque part, il se sent bien. Donc, on va comprendre que pour lui, les ambiances feutrées, ben, c'est là où il se sent le mieux. Et alors, soit il va donc devenir médiateur, soit quelque part, et là il adopte plutôt une attitude de fuyant, mais c'est normal aussi, c'est il va fuir. En tout cas, il ne va pas réagir. Il va laisser les autres un petit peu se débrouiller parce que justement, ça le met dans un trop gros inconfort émotionnel. Tu as vraiment une très grosse dispute, c'est très compliqué pour l'anxieux parce que justement, il est dans un pic d'anxiété. Il peut devenir Mm. agressif, hein, c'est un des types qui peut devenir. Le fuyant, l'évitant ne sera pas agressif, il va fuir les relations, tandis que l'anxieux peut devenir très agressif. Donc, quand on est dans une grosse colère, des fois, il faut comprendre que, en fait, c'est juste une réponse, hein, physiologique parce que ça répond à- en fait, comment je peux dire ça? C'est un schéma qui se remet en place, hein. Donc, si j'ai été Mm. dans de yo-yo émotionnel, eh ben oui, j'ai connu ces pics hyper d'anxiété. Et des fois, l'anxiété, elle a besoin de sortir, tu vois, elle a besoin de s'exprimer parce que c'est trop à la limite. Et puis, par moment, ben, voilà. Donc ça, c'est pas évident. On va le retrouver en astrologie avec une lune Neptune ou une lune Uranus, hein. Uranus, c'est la planète de l'imprévisibilité. Donc effectivement, la personne, elle ne sait jamais trop sur quel pied danser, elle s'attend toujours à ce qu'il lui arrive quelque chose. Et en même temps, eh ben, avec la lune Neptune, on va être beaucoup dans l'engagement, dans la fusion, tu vois, dans le sens du sacrifice. Lune Neptune, on est dans l'amour inconditionnel, la peur de perdre, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté. Tu vois, on est vraiment là-dedans parce que l'idée, la recherche, c'est vraiment l'osmose. Mm. On appelle ça en astrologie, je ne sais pas si tu connais l'état auroborique, hein, c'est-à-dire vraiment cet état où on est dans la complétude, dans oui, la complétude, l'unité. Bon. D'accord. En même temps, est-ce qu'on y arrive toujours? Je ne crois pas, en tout cas pas dans cette incarnation. C'est pas le but, mais c'est la recherche, en fait, hein, voilà. Et ensuite, on a donc l'attachement évitant ou fuyant. Lui, ce sera peut-être plus Lune Saturne, hein, puisque l'enfant a été élevé dans un milieu extrêmement froid. Il a pu se sentir rejeté. Il a vraiment manqué de douceur, de tendresse, de chaleur, hein. Et puis surtout, c'est qu'on ne lui a pas appris à exprimer ses émotions ou même à ressentir ses émotions. Ou à chaque fois qu'il a voulu ressentir ses émotions et qu'il a voulu les exprimer, il n'a pas été reçu, n'a pas été accueilli. Donc il en a déduit, il a compris que d'une part, les émotions, c'était chiant, hein, on ne sait pas trop quoi en faire, tu vois, c'est pas forcément agréable à ressentir, donc il les met à distance, on voit bien ce côté évitant, fuyant, il les met à distance, et puis, et puis il ne sait pas les exprimer. Tu vois, dans l'intimité, vraiment, ça va être quelqu'un qui a beaucoup de mal à exprimer ses émotions. Donc lui, c'est l'inverse, hein. Si l'anxieux, c'est le pot de colle, bien évidemment que l'évitant et le fuyant, ça va être tout l'inverse, c'est-à-dire il va vouloir s'extraire de la relation. C'est pas qu'il veut s'extraire de la relation, c'est qu'il veut s'extraire de l'intensité émotionnelle qu'amène tout Oui. type de relation. Ça, c'est très différent, c'est-à-dire qu'un évitant, bien évidemment, comme tout le monde, il aime être amoureux, il aime avoir de l'attention, il peut être en capacité aussi de faire des cadeaux, comme tout le monde, mais par contre, dès qu'il y a de l'intensité émotionnelle, c'est là où où il se met en difficulté parce qu'il n'a pas appris à gérer, il n'a pas appris à exprimer. Mm. Donc, il va se réfugier un D'accord. peu dans sa grotte, et puis l'autre, tout d'un coup, peut dire oui, mais tu es inaccessible, tu es en la tour d'ivoire, on ne peut pas te parler, de toute façon, quand on te parle, tu ne réponds pas, on a l'impression que ça glisse. Et en fait, ben, je vois que ça te parle, d'accord. Et en fait, c'est pas que ça glisse, c'est que en fait, on ne se rend pas compte, c'est qu'il est en difficulté. À ce moment-là, il est en difficulté, il est en rupture, justement, hein, ce qu'on appelle une rupture avec soi-même. Donc, il y a vraiment cette enfance de froideur, tu vois, et bon, c'est pas forcément agréable. Et donc, ça va donner un schéma, hein. Et donc, effectivement, tous ces schémas-là, enfin, ces schémas émotionnels que je viens de décrire, vont faire qu'on va avoir une relation avec soi-même. Et dans cette relation avec soi-même, on comprend qu'il y a des moments de rupture. Et il faudrait que je vous donne un exemple, et il faut que je me rappelle un peu de ce dont on a parlé hier, c'était récent, donc dans notre dernier groupe. Les moments de rupture, en fait, c'est des moments où on ne se sent pas bien, mais on n'est pas forcément conscient. Je vais vous donner un exemple, ce sera plus simple. Par exemple, une des participantes à un de mes programmes,
qui veut être la zen attitude incarnée, et il n'y a pas de problème, moi je n'ai pas de problème avec ça, fait du covoiturage parce qu'elle part dans une formation à trois, donc elle fait du covoiturage avec deux autres personnes. C'est plus simple, elle a trouvé que c'était plus convivial et tout, c'est quelqu'un qui est très sociable. Mais par contre, alors le premier jour, bon, ben, ça allait à peu près, mais à partir du deuxième jour, là je sais pas, elle doit être, je pense que c'était la fin, c'était toute la semaine dernière, elle ne supportait plus ces covoitureuses. Vraiment, elle lui sortait par les yeux des choses comme ça. Et en fait, ce sont ces moments-là où des fois on ne veut pas le reconnaître, hein, où on va dire non, mais moi je suis zen, moi il n'y a pas de problème et des choses comme ça. Et en fait, c'est ces moments-là qui nous montrent qu'on est dans un moment de rupture. Et je vais aller plus loin si vous voulez, c'est que cette personne, elle a des valeurs d'attention à l'autre. Donc, elle fait attention aux autres tout le temps, elle va laisser passer, elle va prendre des nouvelles, nanani, nanana. Et pourquoi il y a eu un lien de rupture? C'est parce qu'il y en a une qui avait la grippe et donc qui n'avait pas de masque, qui toussait à tout va dans la voiture. Donc, fatalement, 2 jours après, tout le monde a été malade. Et ça a commencé à l'énerver parce que la personne ne respectait pas ses valeurs de faire attention aux autres. Mm. Et donc, c'est là, en fait, où le lien de rupture, il se met parce que, justement, on va être en réaction souvent parce que l'autre n'a pas les mêmes valeurs que nous. Mhm. Et ça, dans la relation, c'est très important aussi de le soulever, de remarquer est-ce que les autres ont les mêmes valeurs que moi? Puis s'ils n'ont pas les mêmes valeurs que moi, est-ce que c'est OK pour moi? Ou est-ce qu'au contraire, ça me dérange? Et c'est là où on va voir justement nos types d'attachement se mettre en place. Et pour continuer avec cet exemple, cette personne-là, au départ, elle n'était pas d'accord sur le type d'attachement anxieux. Mais en fait, le fait de vouloir absolument que tout soit harmonisé, que tout soit uniformisé, que tout le monde ait les mêmes valeurs, que tout le monde, quelque part, ça l'a calmé, ça l'a rassuré. Et si ça l'a rassuré, c'est parce qu'il y avait une anxiété derrière. Donc, Oui. on peut comme ça aller, hein, si vous avez besoin de creuser un petit peu plus loin pour comprendre vos types d'attachement, vous pouvez aller vous dire, tiens, mais quand, euh, quand je suis réactivée, là, qu'est-ce que ça réactive en moi? Et puis, effectivement, quel est le besoin qui n'est pas nourri? Hein, la Lune va toujours nous montrer nos besoins non nourris. Donc, quel est le besoin qui n'est pas nourri? Et si ce besoin n'est pas nourri, quel type de réaction j'ai? Hein, donc, l'évitant, quand son besoin n'est pas nourri, ben, il se met dans sa grotte. L'anxieux, bien évidemment, ben, soit il est dans une réaction, soit agressive. On voit bien comment elle avait une colère rentrée. Elle a eu du mal, hein, à accepter, à reconnaître qu'elle avait une colère rentrée, mais non, moi je suis zen, j'accepte tout le monde, nanani, nanana, un discours très verso. Je dis oui, d'accord, mais regarde, j'ai dû insister un petit peu. Elles le savent, hein, que j'insiste de toute façon. J'ai dit non, mais regarde, il faut que tu vois comment est-ce que tu te sens. Est-ce que tu es en colère à l'intérieur? Ah oui, à l'intérieur, oui, je suis en colère à l'intérieur. Oui. Bon, d'accord. Donc la fracture, elle est toujours intérieure, elle n'est pas toujours extérieure. Hein. Ça aussi, il faut s'en Mm. rendre compte que dans nos relations, des fois, on peut être très zen, en fait, on a une tension à l'intérieur de soi, tu vois, on est comme un volcan, là, en éruption, ça fait blou, 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 blou. Ça peut faire blou, blou, blou pendant très longtemps, et puis au bout de, je sais pas, 15 ans, ça explose. Pour une broutille, d'ailleurs, des fois, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'elle s'énerve comme ça? On ne comprend pas. Bon, mais en fait, ça fait 15 ans, quoi, en fait, hein, que c'est là. Donc, c'est ça, les fractures. Hein. Et dans la relation, on est amené souvent à connaître ces fractures. Pourquoi? Parce que, justement, la relation, c'est et l'émotion, hein, ça vient du verbe émovere, hein, qui veut dire mouvement. Donc on voit bien comment les émotions, la relation, puisque la relation est faite d'émotions, va vraiment toujours nous amener dans un mouvement. Hein, un mouvement entre de moi à moi, mouvement de moi à l'autre, mouvement de moi au monde. Hein. Si je suis bien sûr dans un attachement anxieux, ma relation au monde ne va pas du tout être la même que si je suis dans un attachement évitant. Si je suis dans un attachement évitant, je vais être plutôt ermite. Hein, les autres et le monde, je m'en méfie un peu, je les regarde comme ça, je dis non, 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 je vais rester dans ma grotte aujourd'hui. Non, non, vraiment, ça ne me parle pas. Donc, on comprend bien que la relation au monde, eh ben oui, on peut se dire, je comprends pas, j'ai pas d'amis, je suis toujours seule. Ben oui, mais tu es toujours dans ta grotte. Donc, fatalement, hein, c'est plus compliqué pour les autres de t'aborder si tu es dans l'évitement. Et puis, effectivement, pour ce qui est de l'attachement anxieux, j'ai aussi quelqu'un, et dans le domaine amoureux, elle ne comprenait pas pourquoi les hommes la fuyaient, alors qu'effectivement, hein, je l'ai eu plusieurs fois en consultation, c'était une femme magnifique, en tout cas au niveau des critères de beauté d'aujourd'hui. C'était vraiment une femme magnifique, mais alors oui, elle attirait, parce elle est très belle, donc elle attirait, mais en même temps, à un moment, quand les hommes rentraient en relation avec elle, elle leur mettait une telle pression, vraiment,
que, ben, évidemment, à un moment, ben, des fois 2 mois après, des fois 15 jours après, pour ceux qui étaient le plus, on va dire, le plus honnêtes, des fois quelques mois après, les gens partaient, quoi, les hommes partaient. Et en fait, elle ne se rendait pas compte que dans ces relations, elle mettait beaucoup d'anxiété. Elle amenait Mhm. beaucoup d'anxiété, effectivement, et beaucoup de pression, hein. Et donc, tout ça, ce sont des comportements qu'on va rencontrer dans la relation. Et alors encore une fois, c'est pas marqué dans le marbre, hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'on en a pris conscience, on peut commencer à jouer sur l'autre polarité. C'est-à-dire, moi, j'ai un attachement évitant, fuyant. Pendant très longtemps, c'était compliqué pour moi de parler en public, de faire même ce type de vidéo. Tu vois, ça aurait été compliqué d'être très spontané comme je le suis toujours. J'ai beaucoup travaillé la relation avec moi-même. Donc, je me suis dit, ben, ouais, ce serait bien que ce soit plus spontané, plus ouverte, plus un petit peu dans le style collant, c'est-à-dire plus dans le relationnel, hein, parce que l'évitant va éviter les relations, alors que l'anxieux, au contraire, va surinvestir les relations. Donc, ben, ce serait bien que tu investisses un tout petit peu, pas devenir anxieux, bien sûr, mais un peu plus les relations. Alors que l'anxieux, si tu veux, lui, il a un travail inverse à faire, c'est-à-dire qu'il doit se dire je peux vivre sans l'autre. Parce que sa croyance est je ne peux pas vivre sans l'autre, hein. Quand il envoie 15 textos à la personne pour savoir où elle est, qu'est-ce qu'il fait, etc., c'est que d'une certaine façon, il y a une forme de victimisation, mais surtout, elle n'a pas suffisamment confiance en ses capacités, en sa maturité, tu vois, en ses ressources, et donc elle a toujours besoin d'un regard ou d'une personne extérieure. Donc, elle doit faire un petit peu la transition vers justement le fuyant, à se dire, ben oui, il faut que je devienne un peu plus mature. Si on ne me textote pas toutes les 5 minutes, c'est OK. Il n'y a pas forcément de catastrophe. Ou ça ne veut pas dire que l'autre ne m'aime plus. C'est juste que il a des choses à faire et moi aussi j'ai des choses à faire. Donc on voit bien comment, c'est pour ça que je voulais surtout parler de ces deux types d'attachements, comment ces deux types d'attachements, quand ils sont conscientisés, peuvent être une ressource, hein, pour soi et puis après pour effectivement comment on rentre en relation avec les autres et comment on rentre en relation avec le monde. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je pense que ça peut être très intéressant d'aller explorer ça. Alors, je veux vous le dire tout de suite, on a tous un type d'attachement, hein. Peut-être que vous avez un type d'attachement sécure, faites partie des 50%, et c'est fantastique, je vous en félicite en tout cas. Bon, c'est pas que vous l'ayez fait exprès vraiment, à part si c'est vraiment quelque chose que vous avez travaillé, mais voilà, hein, si vous êtes né dans un milieu aimant, sécurisant, qui vous a boosté, qui vous a encouragé, qui vous a accueilli, ben, tant mieux pour vous, c'est super. Par contre, c'est vrai que la plupart du temps, les gens qui me consultent en astrologie, c'est beaucoup, hein, bien évidemment, c'est la sphère relationnelle, hein. Je dirais que 95% de mes consultations sont axées sur la sphère relationnelle et c'est un travail que je vais leur proposer assez rapidement. Parce qu'en fonction de leur type d'attachement, bien évidemment, on a compris que la réponse à l'autre n'est pas du tout la même, et même la réponse Oui. au monde, hein. Je veux dire, Mhm. quand on est thérapeute et qu'on a un type d'attachement fuyant, qu'on a du mal justement à se montrer, qu'on a du mal à relationner, même si on est très animé par la relation d'aide, qu'on est vraiment dans des valeurs de cœur, de soins, etc. Mais si on a un type d'attachement plutôt fuyant, évitant, on va voir comment notre business peut mettre très longtemps à se développer. Et puis surtout, on va se rendre compte qu'on a, on a peu de monde dans ces programmes, ou alors on a des gens qu'on connaît bien. Enfin, on voit bien comment la notion de cocon, de sécurité va se mettre en place parce que, et tout ça, ça part de mon type d'attachement, en fait, hein. Donc ça peut être très intéressant aussi d'aller regarder ça, je pense. Voilà, moi, c'est ma petite réflexion à moi. Eh ben, merci. On est allé en profondeur aujourd'hui. Bah oui, écoute, hein, les C'est relations, super. c'est à l'infini de toute façon. Bon, écoute, ben, merci infiniment déjà à tous ben, d'avoir hein, participé et regardé notre vidéo. On espère qu'on vous a amené ben, de belles pistes de réflexion, bien évidemment. Encore une fois, ben, n'hésitez pas hein, à faire des retours. Ça nous fait toujours plaisir au des mois de lire vos témoignages, de lire vos réflexions. Si on peut répondre, on répond, bien évidemment. Encore une fois, vous pouvez contacter Aude pour, si vous avez besoin de ses services en botanique. Vous pouvez nous contacter, bien sûr, pour les services en astrologie. On sera, bien sûr, ravis de pouvoir vous aider, vous donner des pistes encore de réflexion en fonction de vos thématiques et vos problématiques. Voilà, ben moi, pour ma part, ben, je vous fais un gros bisou. Je te laisse le mot de la fin, Aude. Bah, pareil, à dans 15 jours pour Oui, le prochain événement voilà. astrologique, Ouais, notre prochaine rencontre. là, on sera dans le taureau, un petit peu différent. Mais bon, voilà.
Donc, Merci France, merci pour oui, ces beaux partages et puis à très vite pour encore de belles explorations. oui, avec grand plaisir. Passez une magnifique journée et puis à tout vite. Au revoir.